Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je salue tous les collègues avec qui on va passer quand même un temps considérable au cours des prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois à tenter de remettre sur les rails le système de santé au Québec. Je le vois, Monsieur le Président, comme un privilège. On peut critiquer, commenter, on peut avoir des solutions ici. On a aussi la responsabilité de prendre les meilleures orientations, les meilleures décisions pour s'assurer que le système de santé public au Québec fonctionne et fonctionne mieux. Alors, je pense que les gens qu'on a entendus déjà se prononcer souhaitent tous contribuer à améliorer le système de santé au Québec et c'est notre engagement. C'est tout à fait notre engagement. Mon collègue député de Rosemont disait qu'il avait une recherchiste qui l'accompagnait. C'est aussi le cas pour moi. J'ai une recherchiste qui m'accompagne, mais qui a aussi une dizaine d'autres dossiers sur sa table. Alors, j'apprécie d'autant plus le temps qu'elle consacre avec moi à apporter des solutions constructives aux problèmes ou aux enjeux que l'on constate dans le domaine de la santé à travers l'étude du projet de loi et les amendements qu'on apportera au cours des prochaines heures, des prochains jours. D'entrée de jeu, j'ai vu que le ministre avait ouvert la porte à des amendements à son projet de loi. Et je pense qu'il, comme nous, il a écouté plusieurs des organisations, des gens qui se sont astreints à étudier le projet de loi et à proposer des améliorations pour qu'on puisse justement atteindre nos objectifs d'un système qui soit plus efficace. Par exemple, la question des services sociaux ou de la santé mentale qui semble peu présente actuellement. Ces deux éléments-là sont peu présents dans le projet de loi. Mais je dirais d'entrée de jeu que ce qu'on a constaté, c'est que cette réforme de la santé, elle a été concoctée dans les officines gouvernementaux sans vraiment qu'on puisse aller chercher le pouls de l'ensemble des gens et du personnel qui œuvrent dans le réseau. Il y a des dizaines et des dizaines d'organisations qui auraient pu, en amont, contribuer à la réflexion gouvernementale. Donc, c'est la raison pour laquelle on a réagi avec une certaine surprise aussi face au dépôt d'un projet de loi mammouth, mais qui n'avait pas fait l'objet d'une vaste consultation préalable en essayant de dégager un certain nombre de pistes et de consensus. Peut-être qu'on aurait eu un projet de loi plus achevé, puis à presque 1200 articles. Si on en avait ajouté un ou deux de plus, je pense qu'on n'aurait pas vu la différence, mais peut-être que dans la qualité du projet, on aurait pu avoir justement quelque chose de meilleure qualité encore. Et on a dit qu'une quarantaine de groupes s'étaient présentés lors des consultations et on les a écoutés, on les a entendus avec beaucoup d'attention, on a pris note de leurs propositions. Mais il faut aussi dire qu'il y a au moins une quarantaine d'autres groupes qui auraient bien aimé pouvoir aussi avoir l'oreille des parlementaires et du ministre pour justement contribuer de vive voix au débat, à la discussion et à ces propositions constructives pour améliorer le projet de loi qui est devant nous. Parce qu'en aucun temps, ce projet de loi ne peut manquer sa cible. Il faut se donner l'objectif de réussir. On n'a pas vraiment le droit à l'erreur, je vous dirais, là, et c'est la raison pour laquelle il faut ouvrir grandes les portes à des commentaires qui nous permettent de bonifier l'ensemble de l'œuvre. Alors nous, on espère aussi que ce sera l'approche du ministre et du gouvernement dans les propositions qu'on aura à déposer au cours de l'étude du projet de loi. Et c'est la raison pour laquelle on a eu cette discussion-là, pour laquelle on a décidé de voter en faveur du principe du projet de loi. Évidemment, difficile d'être contre l'idée d'améliorer le système pour le rendre plus efficace. Encore faut-il savoir quels sont les moyens qui sont choisis pour y arriver. Alors nous, comme preuve de bonne foi, d'engagement pour l'amélioration du système de santé,
on s'est dit que malgré les failles qu'on observe dans le projet de loi, et j'en parlerai, il fallait d'entrée de jeu inscrire notre engagement formel à contribuer positivement à ce qu'on arrive à un résultat qui, justement, soit perçu comme étant une amélioration importante pour les citoyens, pour les Québécois, qui nous le disent que le statu quo, il est intenable et qu'ils ont de grandes attentes envers le gouvernement, bien sûr, mais envers également les partis d'opposition, les parlementaires, pour pouvoir s'assurer qu'on trouve les bonnes solutions à l'ensemble des différents enjeux qu'on constate dans le réseau et qui sont très, très présents et quotidiens également, vécus de façon quotidienne par l'ensemble des usagers, bien entendu, mais aussi du personnel dévoué qui s'implique, qui s'engage au quotidien pour soigner les Québécois, pour s'assurer qu'ils aient accès à des services de la plus haute qualité. Alors, évidemment, toute la question de l'accès aux services de première ligne, pour nous, ce sera une priorité dans l'étude de ce projet de loi. J'ai parlé des moyens. Certains moyens ont été présentés par le gouvernement, la Constitution de Santé Québec, la séparation entre les orientations et les opérations. C'est un peu un constat d'échec du ministère qui n'a pas su faire ça à l'intérieur même de sa capacité d'agir. Si tous les ministères décidaient qu'ils ne sont pas en mesure de veiller aux opérations, qu'ils ne peuvent faire que des opérations pour avoir des Santé Québec, puis des Environnements Québec et des Transports Québec et ainsi de suite, c'est un peu, je dirais, un constat d'échec de voir que le ministère s'est sclérosé, puis que maintenant, pour en sortir, bien, il faille créer une structure indépendante, dont on pourra parler tout à l'heure. Mais qu'on le fasse, c'est l'orientation du ministre. Ça avait déjà été proposé dans le passé. Nous voudrons pouvoir adopter des balises et s'assurer d'une reddition de comptes complète à la fois du ministère, du ministre et de Santé Québec. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais je veux revenir sur la question des soins de première ligne, de l'accès, en fait, aux services et à des services efficaces parce que, évidemment, qu'un remaniement de structure n'est aucunement garant d'un meilleur service livré aux Québécoises et aux Québécois. Et pour nous, c'est notre priorité, l'amélioration des soins et des services. Et les changements structurels proposés à l'heure actuelle, bien, on n'est pas convaincu que ça aura un impact concret et immédiat sur les services à la population. On ne voit pas un lien direct et immédiat entre la Constitution de Santé Québec et l'amélioration de la durée des délais d'attente aux urgences qui explosent, comme vous le savez, depuis des mois et des mois, depuis des années même. Et on a mis la faute sur la pandémie pendant un certain temps, mais là, je pense qu'on peut tourner la page sur ça et sur ce prétexte et puis dire que les choses ne s'améliorent pas. On pourrait parler des attentes en chirurgie, on pourrait parler des soins en santé mentale, toute la question de la DPJ également, des attentes de services spécialisés un peu partout à travers le Québec. Vous voyez le tableau, les indications du tableau de bord du ministre, que ce soit la moyenne du séjour d'attente, du séjour, oui, sur civière demeure de plus de 16 heures. Les délais de prise en charge après le triage, 2h40, alors qu'on avait promis 90 minutes, souvenez-vous, il y a 5 ans. Le personnel absent, le personnel qui tombe au combat, qui est absent alors qu'on en aurait tellement besoin dans une période de pénurie de main-d'œuvre. On parle de près de 55 000 personnes qui ne sont pas au travail aujourd'hui. C'est symptomatique d'un problème qui est extrêmement profond. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se contenter de travailler sur les structures. Il faut travailler sur l'engagement, la mobilisation des forces vives du réseau pour pouvoir avoir justement une main-d'œuvre qui est engagée, mais qui est responsable, bien entendu, mais qui a aussi des compétences extrêmement importantes qui ne sont pas mises à contribution. Et c'est là-dessus, nous, qu'on va porter une attention tout à fait particulière, parce que je ne parle pas des attentes en chirurgie qui demeurent
à plus de 17 000 depuis plus d'1 an. Donc, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, c'est-à-dire qu'il faut que si ce projet de loi-là a un sens, il faut qu'on puisse imaginer qu'il se traduise dans des résultats sur le terrain pour les Québécoises et les Québécois qui requièrent des services au quotidien. Puis souvent, ils frappent à la porte, là, quand on parle de services de première ligne dans leur communauté, là, ils peuvent frapper à la porte des urgences, mais ils devraient pouvoir frapper à la porte aussi de cliniques de proximité. On avait un modèle, et on l'a encore, mais il a été malheureusement malmené ces dernières années. C'est celui des CLSC. Il faut y revenir, et ça, c'était notre priorité des derniers mois lorsqu'on a mesuré là, les différents engagements des partis politiques à l'occasion de la dernière campagne électorale. Puis au-delà de toute considération partisane, il y a quelque chose qui existe encore et qu'il faut consolider. Puis on appellera ça comme on veut, mais ce que les citoyens veulent, c'est pouvoir avoir un service dans leur communauté qui colle à leurs besoins avec des spécialistes qui sont utilisés ou qui sont mis à contribution de façon optimale en regard des compétences qu'ils sont allés chercher souvent à l'université, puis qui travaillent en complémentarité. C'est ça l'objectif. C'était le rôle principal de la porte d'entrée du CLSC, dont on souhaite qu'il ne soit pas oublié dans la réforme, puis qu'on puisse le mettre à contribution à sa juste valeur avec, comme je le mentionne, le personnel compétent. Évidemment, il y a eu des pas qui ont été franchis dans le sens de ce qu'on demandait depuis 2016, 2017, savoir la mise à contribution des infirmières praticiennes spécialisées, les IPS. Il y a des cliniques qui ouvrent maintenant, mais on voit également que le privé lorgne ces compétences-là. On en a parlé tout à l'heure. Et ça, c'est inquiétant. Donc, on pourrait parler aussi des psychologues qui se sentent évidemment très peu valorisés dans le système de santé publique. Et moi, j'ai eu l'occasion de parler à des gens qui ont dit « Mon engagement, au moment où je me suis inscrit au programme de maîtrise en psychologie, c'était d'abord et avant tout avec le seul objectif de travailler au secteur public. » 15 ans, 20 ans plus tard, ils sont confrontés à cette espèce de dilemme, ce problème de conscience où ils se rendent compte que le système est à ce point amoché et les valorise tellement peu dans leurs compétences professionnelles et évidemment dans les conditions de travail et salariales, qui sont contraints d'aller travailler bien souvent au privé. On pourrait parler des travailleurs sociaux, évidemment des paramédicaux. Le ministre nous a mentionné dans l'étude des crédits que ce n'était pas sa priorité. Malheureusement, la crise, elle continue, puis on n'aura vraisemblablement pas l'occasion d'aborder en long et en large cet enjeu-là, puis ce domaine-là, qui est de première importance dans le cadre du projet de loi à l'heure actuelle. Alors, évidemment, conditions de travail, conditions salariales, l'organisation du travail, la culture organisationnelle. Comment ce projet de loi-là va pouvoir se traduire dans un changement de culture organisationnelle pour que les gens qui y travaillent se sentent véritablement investis d'une mission qu'ils avaient choisie au départ dans leur parcours de carrière, de s'occuper des gens avec bienveillance puis de leur offrir les meilleurs services à la hauteur de leurs compétences. Le décloisonnement, évidemment, la complémentarité interprofessionnelle, ça doit être au cœur de nos discussions. Puis il faut que les articles de loi qu'on va étudier, là, mais qu'on puisse voir qu'ils se traduisent ou qu'ils se traduiront dans des résultats sur le terrain en matière de santé dans le réseau. Alors évidemment, ça nous amène à la question du grand débat sémantique, mais qui est réel. Centralisation, décentralisation, gestion de proximité, prise de décision. Est-ce que la prise de décision, c'est ça l'élément clé, elle sera faite au palier local, en fonction des besoins identifiés là, sur le terrain, en complémentarité, en concertation, en collaboration avec les soignants, avec le personnel sur le terrain, sur le plancher. C'est ça notre préoccupation. On appellera ça comme on veut, là. Il faut que les décisions soient prises à l'échelle locale. Et pour nous, c'est un enjeu démocratique, c'est un enjeu aussi de livraison de services, d'efficacité, justement, comme le veut le titre du projet de loi. Et c'est fondamental, si on veut s'assurer de redresser le système de santé, que les gens qui y travaillent se sentent, je l'ai dit tout à l'heure, responsables ou investis et qu'ils développent ce sentiment d'appartenance qui est disparu
au fil des dernières réformes où ils agissaient essentiellement comme un morceau du puzzle, comme un numéro essentiellement, avec les conséquences délétères qu'on peut mesurer aujourd'hui. Il y a plusieurs des gens qui sont venus nous parler en disant c'est ça le fondamental. Je pourrais citer Maître Michel Clerc qui dit c'est pas de la décentralisation, au mieux c'est de la déconcentration qu'on est en train de faire. Il faut s'assurer que le pouvoir décisionnel il soit attribué au directeur, mais à tous les niveaux décisionnels, puis qu'on puisse avoir une organisation locale, une organisation de travail souple, contemporaine, Monsieur le Président, adaptée à la diversité des attentes des personnels, mais j'ajouterais aussi à la diversité des attentes des communautés. C'est fondamental. Donc, il faut que ça se traduise dans les articles du projet de loi. Quelle sera la marge de manœuvre? Plusieurs en ont parlé, la marge de manœuvre des gestionnaires. Quels seront leurs pouvoirs décisionnels en tant que tels pour mobiliser également les ressources qui, elles aussi, doivent avoir un certain pouvoir décisionnel sur leurs pratiques professionnelles. L'engagement des acteurs est fondamental, je le répète, mais je ne le répéterai pas assez. J'ai trouvé ça assez curieux, je dois le mentionner, que mon collègue député de Pontiac parle de contre-pouvoir parce que la première abolition des contre-pouvoirs, évidemment, s'est traduite dans la réforme Barrette. Alors, si on veut revenir en arrière puis que le collègue de Pontiac est d'accord, évidemment, on ne va pas bouder notre plaisir puis on va y travailler. Mais ça me ramène à la question du virage au privé qui est inquiétant. Et le ministre, dans son projet de loi, ne s'en cache pas. Là. Les articles 107, 301, 194, 452, 485, 500, 508, tout ça, ça traduit la volonté du gouvernement de faire une place plus grande au secteur privé. Mais le secteur privé, je regrette, ce n'est pas une partie de la solution, c'est une partie du problème. C'est une grande partie du problème lorsqu'il vient siphonner les meilleurs éléments et les meilleures ressources du secteur public dont on manque cruellement. Alors, moi, je pense que ça, il faudra faire le vrai débat là-dessus. Il n'a pas été fait dans l'espace public, dans la société civile, mais il devrait se faire en commission parlementaire parce que le projet de loi 15 introduit de façon insidieuse des articles pour pouvoir banaliser ou régulariser le recours courant aux établissements privés de santé. Et c'est clair qu'on se tire dans le pied et dans le pied du secteur public en matière de santé si on continue avec cette voie-là. D'ailleurs, un secteur privé qui est là pour choisir les cas qui sont les plus faciles, les plus payants, c'est le propre d'une entreprise privée, évidemment. Mais moi, je me dis, on ne peut pas se tourner, à moins qu'on le fasse de façon très, très restreinte à l'heure actuelle, dans un moment de crise, pour désengorger, par exemple, des listes, faire appel à des salles d'opération du secteur privé, quand nos salles d'opération, nos blocs opératoires au public ne sont pas utilisés à 100% de leur capacité. Si c'est ça, mais évidemment, c'est un détournement de sens et de fonds importants de l'État vers le secteur privé. Et là-dessus, on n'en démordra pas. Il n'est pas question de vampiriser le système public avec une ouverture au privé à tous égards, sur le plan des ressources humaines, sur le plan des ressources matérielles et sur le plan des ressources financières. Ce serait fondamentalement irresponsable de notre part de laisser passer ça et de soustraire à l'examen, par exemple, de la vérificatrice générale, les livres et les contrats qui sont convenus avec des entreprises privées. On devrait au contraire rapatrier, par exemple, les achats de services au montant de 3,5 milliards de dollars maintenant, là, par exemple, en imagerie médicale. On en parle trop peu. On a parlé beaucoup des agences privées, là, qui coûtent près d'1 milliard de dollars à l'État du Québec, donc aux contribuables. On n'a pas parlé des services achetés qui sont 3 fois plus importants et même un peu plus. Alors, en terminant, je vous dirais que il y a la question que je vais aborder également de l'imputabilité ministérielle, de la reddition de comptes, qui sera fondamentale et qui sera justement examinée avec un regard très, très, très pointu là, sur cette nouvelle structure qui, aux yeux de plusieurs, demeure encore nébuleuse là, sur la formation d'une superstructure de PDG qui viennent de l'extérieur et qui géreront Santé Québec. Avec quelle, justement, transparence, quelle reddition de comptes, puis quel sera le rôle du ministre. Il ne faut pas que Santé Québec devienne un paravent pour le ministre qui devra continuer d'assumer ses responsabilités face au public, face aux Québécois, face aux contribuables. Alors, je nous souhaite de bons travaux
au cours des prochaines heures, des prochaines semaines et des prochains mois. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député.